Ciao, bonne journée. Je suis responsable de la station Tamoil ici à Roche. J'ai 2 enfants. Je vis avec ma sœur. Mes enfants, une semaine sur 2. J'ai une garde partagée, je suis séparée. Après 9 heures de travail, Andrea quitte la station-service qu'il emploie. Un poste à plein temps, pour un salaire modeste, environ 4 500 francs bruts par mois, allocation familiale comprise. Je ne gagne pas énormément vu que je n'ai pas un diplôme. C'est tout basé sur mon expérience. Donc je gagne le salaire minimum même que je suis responsable ici à la station. Et puis ça m'oblige à travailler à 100%, sinon je n'arrive pas à entretenir moi, mes enfants et puis avoir un peu de plaisir, on va dire ça comme ça. Cette jeune trentenaire, établie dans le Chablais vaudois, s'est séparée de son ex-conjoint il y a un peu plus de 2 ans. Le changement de vie est radical. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Tu fais tes devoirs à l'uni? Ouais. Que là, tu es toute seule. Tu dois tout payer avec ton salaire, le loyer, le manger et tout. Donc pour moi, ce qui est prioritaire, c'est les enfants. Aux enfants, il ne peut pas manquer quelque chose. Moi, après, c'est pas grave. Mais j'arrive à gérer. Je serre un peu les dents, puis on gère. Serrer les dents, d'autant qu'Andrea héberge sa sœur depuis le début de l'année dernière. Étudiante en lettres à l'université de Lausanne, impossible pour Lydia de vivre seule. C'est un peu une bénédiction de pouvoir être là, de pouvoir payer que 500 francs de loyer, entre guillemets, et de savoir qu'en fait, si j'ai faim, si je suis dehors et que j'ai pas assez d'argent, si je rentre ici, peu importe ce que c'est, j'aurai de la nourriture sur la table. Et ouais, ma sœur m'est vraiment venue en aide sur ce coup-là, quoi. Je pourrais pas survivre sans elle, vraiment. Un soulagement pour Lydia, même si vivre à Roche implique 2 heures de trajet quotidien pour se rendre au cours. Pour financer ses études, la jeune femme travaille à temps partiel. Ses revenus fluctuent beaucoup, 1 500 francs par mois en moyenne, insuffisant pour subvenir à ses besoins. 500 francs, ça part directement au loyer. Je laisse 400 francs pour la nourriture et le reste, ça va être tout ce qui est téléphone, assurance, abonnement de train, souvent des amendes de train parce que du coup, les mois où je suis à 600 francs, je ne vais pas me permettre de prendre un abonnement à 185 francs au CFF. Donc, ma foi, je suis obligée de frauder, quoi. C'est même pas que j'ai envie et que je me dis... c'est vraiment que j'ai pas le choix que de me déplacer et je peux pas faire Roche-Lausanne à pied. Une situation précaire qui se péjore encore avec l'inflation. 3% de hausse en moyenne en une année et une flambée des prix sur certains produits de base. Heureusement, Andrea peut profiter de certains invendus récupérés à la station-service. Pour le reste, elle a dû repenser sa façon de faire les courses. Ça a eu un impact énorme parce que je ne me permets plus de faire mes commissions comme avant ici. Une fois que je reçois mon salaire, je vais faire les commissions en France. Donc je dépense à peu près 500 francs en France. Et puis le reste, des petites dépenses, des petites courses ici. Je ne peux pas me permettre des autres magasins comme Coop. Ça, je ne vais pas. Je ne peux pas dépasser les 800 francs. Sa sœur est également sous pression. Malgré des subsides et un allègement de ses taxes universitaires, les factures s'accumulent. Depuis l'inflation, je m'endette encore plus. Je peux même pas me permettre de prendre dans l'enceinte de l'université parce que c'est trop cher. J'ai dû faire des sacrifices alimentaires. Enfin, j'ai dû changer mon alimentation. La viande, maintenant, si moi je vais faire les courses, moi c'est hors de question. Je peux pas acheter de la viande. Une vie faite de privations. Aujourd'hui, plus question de s'accorder le moindre écart. Les restaurants, quoi, entre amis, ça j'ai dû renoncer. Ou les voyages aussi, ça c'est quelque chose que je peux pas me permettre. J'ai l'impression que je perds des souvenirs que je peux créer avec mes amis, avec mon copain, avec ma famille. J'ai l'impression que je perds tout ça. Et on nous rabâche tout le temps les 20 ans, c'est les plus belles années de ta vie. Et moi j'ai l'impression que je passe à côté du coup. J'essaie de voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Et je me dis qu'un jour, ça vaudra la peine, tout ça, et que ça sera juste derrière moi.
Lydia et sa sœur appartiennent à la catégorie dite des working poor. Ces personnes dont le revenu se situe juste au-dessus du seuil de pauvreté, les privant ainsi de certaines prestations sociales. Une population particulièrement vulnérable face à l'inflation. Nous sommes à Carouge, dans le canton de Genève. Le constat dressé par le chef du service des affaires sociales de la commune est sans appel. À l'évidence, la situation s'est bien péjorée dans cette sortie de Covid. À mon avis, parce qu'il y a un cumul de différentes augmentations. Il y a l'augmentation très importante déjà des caisses maladies. La deuxième des choses, c'est l'augmentation des charges par rapport au loyer, qui touche la plupart de la population. Et puis, bien entendu aussi, et ça c'est un élément très important, l'augmentation des produits alimentaires, puisqu'on voit que c'est parmi le panel de produits qu'on peut acheter, ceux qui ont le plus augmenté. Donc oui, ça touche directement des gens qui ont un budget extrêmement limité et pour qui toute dépense supplémentaire ne va pas pouvoir être assumée. Une situation vécue par ce père de famille. Nous sommes à Lézin, dans les Alpes vaudoises. Après la faillite de son ancien employeur et le non-versement de son salaire pendant plusieurs mois, Guillaume Cotin remonte gentiment la pente. Menuisier de formation, il s'occupe aujourd'hui de l'intendance dans cette école privée. De quoi éponger peu à peu ses dettes. Autre bouffée d'oxygène, Guillaume Cotin peut, comme ses collègues, emporter chaque jour le menu du restaurant de l'école, moyennant une déduction de salaire. Une aubaine pour ce couple et ses 4 enfants. C'est tacos. Avant, on dépensait dans les 1200 francs par mois. Maintenant, on est à 600 par là autour, quoi. Donc c'est vrai que on a réduit, nous, de moitié, grâce à avoir les repas déjà faits le soir. Avant, on allait une fois par mois, en tout cas en France, pour faire des courses. Et puis on regardait pas forcément les prix, parce qu'on sait que c'est moins cher qu'ici. Mais même là-bas, maintenant, il y a des produits aussi qui ont carrément monté. Ouais. Et du coup, même le kilo de courgettes, on le calcule, on va dire. Hein. Marie-Reine travaille, elle, comme maman de jour. Avec les allocations familiales, les Cotins comptent 7 à 8 000 francs bruts par mois pour vivre. Leur recette pour garder la tête hors de l'eau, scruter les actions, réduire la viande et renoncer à certains petits plaisirs. Quand on va se promener au bord du lac, on mange moins souvent une glace là-bas, quoi. On se fait un petit kebab en famille, ça on a renoncé. Ouais. Les voyages, on oublie, ça on n'arrive plus. Voilà. Généralement, les fins de mois, les comptes ils sont pas bien en haut, quoi. Tu rigoles, quoi? Là, ça c'est moi. Là, voilà. Je suis sympa, hein. T'en as que 3 pour toi. Allez, moi j'en ai 5. Allez, sérieux, quoi. Non. C'est 20 balles, ça va, tu peux pas pinailler pour 20 balles. Une fois payé les factures, le loyer, mettre l'argent pour le budget pour la nourriture, il reste absolument rien. Beaucoup de fois, je me suis privée, moi, pour pouvoir donner à eux, pour pouvoir acheter, surtout pas pour l'alimentation pour eux, parce que ça, je me débrouille. Même j'ai fait des heures extra ailleurs et tout ça. Mais ils sont petits, donc ça grandit vite. Il faut des habits en permanence, des chaussures. J'ai eu beaucoup de fois où je n'ai pas mangé moi pour donner à eux. Cette inflation ne fait que péjorer encore la situation. Donc soit, d'une manière ou d'une autre, il y a une augmentation des salaires, soit il y a un recalcul d'un certain nombre de barèmes pour accéder à un certain nombre de prestations, soit je pense qu'une partie de la population va drastiquement se précariser. Et on abordera dans quelques minutes la question des augmentations de salaire avec un représentant du patronat. Mais avant cela, très concrètement, comment cette inflation ronge-t-elle ce qu'il y a dans nos assiettes? Pour le comprendre, ABE a fait le calcul au petit déjeuner et au souper. Démonstration. Nous avons fait les comptes.
Un petit déjeuner comme celui-ci vous coûtait 1 franc et 5 centimes en avril 2022. Selon nos calculs, avec la même somme une année après, vous avez droit à ça. Pourquoi ? Eh bien parce que les ingrédients qui composent cette assiette ont tous augmenté, en moyenne de 20%. Autre exemple, à l'heure du dîner. Prenons des spaghettis avec de la sauce tomate, un grand classique. Rapport qualité-prix imbattable, ce plat vous coûtait 1 franc 20 en avril 2022. C'est 1 franc 50 une année plus tard. Résultat, 20% de spaghettis en moins dans votre estomac. Les pâtes, une denrée de base qui, comme d'autres, a vu son prix littéralement flamber. Toutes les enseignes de la grande distribution sont concernées. Exemple à la Migros. Alors notre inflation, ce qu'on compte chez nous, c'est environ 2%. Ce qu'on peut avoir maintenant, c'était un peu moins en 2022. C'est vrai qu'il y a eu des fortes augmentations de prix en 2022, de matières premières, d'emballage, d'énergie. Elles ont pris du temps avant de se reporter sur les produits. Même constat chez les autres acteurs du commerce de détail, Aldi, Lidl et Coop. Questionné, le principal concurrent de Migros nous a répondu par email. En 2022, nous avons supporté nous-mêmes des augmentations de coûts d'environ 250 millions de francs suisses et ne les avons pas répercutées sur nos clientes et clients. Autre point qui interpelle, mis en lumière début avril par nos collègues du 1930. Les produits d'entrée de gamme, de plus en plus prisés par les consommateurs, semblent avoir davantage augmenté que les produits de marque. Exemple avec les tomates concassées, plus 45,5% pour la boîte prix garanti de la Coop, plus 33,3% pour la M-Budget et plus 8,8% pour les grandes marques. Si on prend l'augmentation en pourcentage, c'est clair que sur un produit premier prix, une augmentation liée à l'emballage, liée aux matières premières, elle va être plus importante que sur un produit classique, mais pas forcément en centimes. Ça veut dire que quand il y a une augmentation de 10 centimes sur un produit qui est vendu 1 franc, ça va faire 10% d'augmentation. Sur un produit qui est vendu 2 francs, c'est que 5% d'augmentation. Pourtant, c'est toujours 10 centimes. La grande distribution affirme par ailleurs avoir réduit ses marges pour soulager le porte-monnaie de sa clientèle. Nous avons rencontré le rédacteur en chef de Bon à Savoir, le magazine roman de défense des consommateurs, pour le faire réagir aux explications de la grande distribution. C'est toujours la même chose. Les augmentations, elles sont répercutées très très vite et les baisses de prix, elles sont répercutées très lentement. On le voit avec le gaz ou le pétrole qui a commencé à redescendre il y a 8 ou 10 mois maintenant. Nos factures n'ont pas baissé pour autant. Donc on nous dit qu'effectivement, on achète les produits très en amont, etc. Invérifiable. Il y a eu des augmentations de prix assez fortes au départ. Donc, est-ce qu'elles ont été faites de manière anticipée ou est-ce qu'elles ont été faites sous l'aubaine de la situation ? Aucune idée. Un effet d'aubaine, le terme est lâché. En clair, selon lui, les acteurs de la grande distribution profiteraient de l'inflation pour faire gonfler leurs marges. Ils sont là pour gagner de l'argent, et toutes les occasions sont bonnes. On a cette impression, en fait, que parce que c'est une coopérative, on devrait, nous, en tant que consommateurs, bénéficier de bons prix, ou en tout cas d'avantages, etc. C'est pas le cas. Visiblement, les marges sont très hautes, elles restent très hautes, et j'imagine bien que quand on a l'opportunité d'augmenter un peu les marges encore, on le fait, tout simplement. Migros n'a pas du tout profité d'une crise ou d'augmentation de prix sur des matières premières, l'énergie, pour se dire youpi, on va augmenter nos marges et puis on va gagner plus d'argent. C'est pas du tout le cas. La preuve, c'est qu'on a un meilleur chiffre d'affaires en 2022 qu'en 2021, mais on a un profit qui est beaucoup, beaucoup plus bas. Donc on a pris un grand nombre d'augmentations de coûts sur nos marges. Nous avons également interpellé les deux hard discounters sur cet effet d'aubaine. Lidl, élu de la question, Aldi réfute catégoriquement les accusations. Ce n'est définitivement pas le cas chez nous, bien au contraire. En temps de crise, nous voulons être présents pour notre clientèle. Nous renonçons ainsi sciemment à la marge et investissons dans les meilleurs prix de vente du marché, sans lésiner sur la qualité. Les marges est la méthode pour calculer les prix de vente, des secrets jalousement gardés par les acteurs de la grande distribution. Quand on demande de voir ou d'avoir des informations concrètes sur le moment des achats, les quantités achetées, etc., on n'en a jamais. C'est-à-dire que les distributeurs se cachent derrière le secret d'entreprise et on ne peut jamais savoir en fait si réellement ça a été acheté au prix fort ou pas.
Notre équipe a épluché des chiffres qui montrent à quel point l'inflation frappe plus durement ceux qui achètent au moins cher. On en parle avec vous, Johan Rittner, vous signez ces reportages, et avec vous, Stéphane Fontanet, notre spécialiste S comparatif. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Johan, on va commencer par regarder les différences entre supermarchés. Alors, vous avez épluché les prix relevés par Bon à Savoir pendant une année chez Coop, Migros, Aldi et Lidl. Ils ont constitué un panier type. Qu'est-ce qu'il contient ? Alors, on y trouve un échantillon de 53 produits de consommation, notamment des denrées alimentaires comme du riz, des pâtes, de l'huile et de la viande, mais aussi du dentifrice, du gel douche ou encore du papier toilette. À noter que ce sont systématiquement les articles les moins chers et disponibles en rayon qui sont sélectionnés par Bon à Savoir. Alors, verdict, est-ce qu'il y a des différences au niveau des hausses selon les magasins ? Eh bien, c'est chez Coop que la hausse est la plus douce, 1,7% d'augmentation en une année. Migros arrive en deuxième position, 3,2%. La hausse la plus forte, eh bien, c'est chez les hard discounters qu'on l'observe, 7,7% chez Lidl, 9,9% chez Aldi. Alors ça, c'est l'évolution sur une année. Maintenant, si on prend une photo des prix au moment des derniers relevés, là, quelles sont les enseignes les plus avantageuses ? Alors, sans grande surprise, chez Aldi et Lidl, le mois dernier, les deux hard discounters étaient au coude à coude. La palme du panier, le meilleur marché, revient à Lidl, 136 francs 55. Son concurrent direct, Aldi, arrive juste derrière, avec un ticket de caisse à 136 francs 80. En troisième position, la Migros, avec un panier à 144 francs 80. La Coop referme la marche, 160 francs 10. Donc on voit que l'écart se resserre avec des hard discounters qui deviennent quand même moins avantageux en comparaison. Oui, ce qu'on peut voir aussi, sur la base toujours des documents de Bon à Savoir, pour les premiers prix, il y a quand même des produits qui ne bougent pas. Par exemple, le sel, le vinaigre premier prix ou la plaque de chocolat premier prix reste à la même valeur. On a des produits qui vont à la baisse. Par exemple, les amandes perdent 12% dans toutes les enseignes. Et puis, on a des diminutions qui varient selon les enseignes, que ce soit le déo, le shampoing, la confiture à la fraise ou la crème glacée, selon les enseignes, va plus ou moins baisser. Oui, donc il y a quelques exceptions, heureusement, on va dire, mais quand même, la tendance, elle est très claire, elle est à la hausse, et ça a été évoqué dans le reportage. En fait, les produits premier prix, les produits d'entrée de gamme, sont plus touchés par cette hausse que les autres. Oui, tout à fait. Notre recherchiste a comparé ces produits premier prix à l'indice des prix à la consommation. Il faut voir que l'indice des prix regroupe par catégorie des produits, des biens de consommation similaires, et on constate que ces produits premier prix augmentent largement plus que l'indice des prix à la consommation. Un exercice que vous avez fait avec toute une série de produits, et notamment le beurre. Oui, alors là, on a deux plaques Aldi Lidl de beurre. Donc l'indice des prix est à 8,2%. Et là, les augmentations sont à 11,5% pour ces deux plaques. Et puis pour Migros et Coop, on est à 11,9% d'augmentation. Ouais, donc ça veut dire que là, la différence entre le prix moyen et puis le prix pour les produits premier prix, elle est assez modeste, mais pour d'autres produits, l'écart est vraiment important. Oui, par exemple, pour la catégorie poissons congelés, l'IPC est à 6,4% d'augmentation, alors que les bâtonnets de poissons augmentent de 17,6% pour Migros et Coop et 17,8% pour Aldi et Lidl. Pour le sucre, l'IPC s'envole de 17,6%. Mais ça s'envole aussi dans les magasins, puisque le sucre premier prix chez Aldi et Lidl monte de 44,9%, et du côté de la Coop, il monte de 44,4%. Enfin, pour la catégorie petit déjeuner, on a un IPC qui monte de 6,1%. Et puis si on regarde ces cornflakes premier prix, c'est 20% pour ces deux-là, Migros et Coop, 22% pour Lidl et puis 22,3% pour Aldi. Alors, logiquement, ça laisse penser que les produits haut de gamme, eux, sont beaucoup moins impactés par l'inflation. Johan, avec notre recherchiste, vous avez fait la comparaison dans le détail pour toutes les gammes de produits avec les œufs de la Migros, et là, c'est très clair. Oui, alors prenons d'abord la gamme bio. Ces œufs étaient 73 centimes pièce il y a une année. Aujourd'hui, c'est 4 centimes de plus, équivalent à 5% et demi d'augmentation. Les œufs de la gamme IP Suisse, maintenant, 51 centimes pièce en mai 2022. Une année plus tard, leur prix reste identique. Dernière gamme, les œufs M Budget, leur prix 24 centimes pièce il y a un an.
contre 33 centimes aujourd'hui, soit une hausse de 37%. Résultat des courses, les produits budget, du moins une partie d'entre eux, ont plus augmenté par rapport aux autres gammes, non seulement en pourcentage, mais aussi en centimes. Oui, concrètement, la boîte bio, ça veut dire qu'elle va coûter 40 centimes de plus, puis la boîte M-Budget, c'est 1,35 franc qu'il faut sortir de son porte-monnaie. Ouais, toujours très parlant, effectivement, de ramener ça à la facture finale et au prix concret. Merci beaucoup, messieurs. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors, on le voit bien, les petits budgets subissent des hausses particulièrement importantes. Parmi eux, beaucoup d'étudiants et de retraités, une précarité à laquelle la collectivité tente de répondre, notamment par des actions solidaires. Nous sommes à l'Union maraîchère, dans la campagne genevoise. Sur ces étals, des légumes hors calibre ou abîmés qui font le bonheur des petits budgets. Parmi les habitués, cette jeune retraitée. Financièrement, c'est intéressant aussi par rapport à la grande distribution ? Très intéressant, oui, tout à fait. Une caisse comme ça, c'est 28 francs. Donc là, moi, j'en ai pour 2 semaines, voire plus. Donc ça va. Ça va, même si cette caisse a vu son prix augmenter de 3 francs du fait de l'inflation. Voilà, bonjour. Alors, ça nous fait 28 francs, s'il vous plaît. Volontiers. Voilà. Les revenus de Thiel, eux, restent inchangés, environ 3 500 francs par mois. Moi, j'ai un petit budget. Ça veut dire que quand on a un petit budget, chaque partie de ce budget est disons, consacrée à une chose précise qui est souvent indispensable. Et donc, il n'y a pas de marge. En plus de son AVS, cette ancienne thérapeute en shiatsu touche des prestations complémentaires. Reste qu'avec le renchérissement généralisé, Thiel doit se serrer la ceinture. J'évite d'aller dans les grands magasins genre Migros Coop, parce que pour moi, ça devient... c'est des prix que je ne peux plus payer. Je vais chez les hard discounters, en général, si je vais au supermarché. Mais c'est rare, en fait, j'y vais 1 fois ou 2 fois par mois. Et au moment de passer en caisse, c'est un peu la soupe à la grimace. J'ai senti que les prix avaient augmenté, ça oui, parce que le panier que j'achète, c'est toujours un peu les mêmes produits. Par exemple, quand je vais chez Lidl, c'est toujours un peu les mêmes produits que j'achète. Et je dirais que c'est presque le double maintenant. Si de nombreux retraités sont touchés de plein fouet par la vie chère, ils ne sont pas les seuls. Preuve en est, cette colonne d'étudiants qui se forme chaque jeudi en début d'après-midi, le long de la rue de Carouge, à Genève. Pauline, tu peux me dire ce qui t'amène ici ? Je viens récupérer mon panier pour la farce. Je viens là chaque semaine. Donc, c'est un panier de denrées alimentaires qui nous aide financièrement en tant qu'étudiants. Pour y avoir droit, 2 conditions à remplir. Verser une cotisation annuelle de 20 francs et disposer d'une carte d'étudiant. Née il y a 3 ans, l'association de la farce récupère des invendus, notamment des grandes surfaces, pour venir en aide aux étudiants dans le besoin. Des besoins qui ne cessent d'augmenter. Maintenant, on est à 600 personnes chaque semaine qui viennent chercher à manger. En septembre dernier, on était encore qu'à 400. L'idée, c'est vraiment de créer cette normalité, que les gens n'aient pas honte de venir à la farce, qu'ils comprennent que c'est pas grave d'être étudiant, étudiante et d'être dans le besoin, parce que c'est une période transitoire dans leur vie. Pauline est en train de terminer son master en sciences de l'environnement. Elle vit en colocation dans la cité universitaire. Ses parents lui paient son loyer, environ 600 francs, ainsi que son assurance maladie et sa facture de téléphone. Pour les autres dépenses, l'étudiante doit se débrouiller. Je fais plusieurs commerces, que ce soit Coop, Migros, Aldi ou Lidl. J'essaye aussi d'aller le samedi parce que je sais que ces supermarchés-là font des rabais de 50%, donc ce qui est très intéressant. Parfois, il y a certaines épiceries aussi bio, peut-être plus, qui font des rabais comme ça parce qu'il y a des produits qui sont plus trop vendables tels quels, parce qu'ils sont un petit peu moisis, mais qui sont tout à fait consommables. En fait, il suffit d'enlever cette partie-là. L'application Too Good To Go aussi, qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Et sinon, j'essaie de faire beaucoup de préparation moi-même pour toute la semaine. Donc ça permet d'économiser vraiment. Thiel, quant à elle, ne joindrait pas les 2 bouts sans faire de sacrifices. Mais la jeune retraitée préfère le prendre avec philosophie.
Je sais qu'il y a des gens qui sont dans une situation bien pire que la mienne. Donc je ne me considère pas dans la précarité, je me considère, j'allais dire pauvre, mais c'est un peu ça, dans le sens où il n'y a pas ni possibilité de mettre de côté, ni possibilité d'avoir quelque chose qui reste à la fin du mois et même avant la fin du mois. Mais je me suis habituée en fait à cette situation. C'est comme avec les douleurs, on s'habitue aux douleurs. Et on s'habitue aussi à avoir peu de moyens et à utiliser sa créativité pour compenser. Il y a les retraités, les étudiants, mais on l'a vu, il y a aussi tous ceux qui travaillent et qui ne s'en sortent pas. Alors pourquoi certains salaires ne suffisent-ils plus? On en parle avec notre invité. Bonsoir Blaise Matet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la Fédération des entreprises romandes à Genève. Évidemment, aujourd'hui, les employés, les syndicats, ils réclament une augmentation de salaire pour compenser l'inflation. Pourquoi les entreprises refusent-elles d'accorder la pleine indexation? Parce que les entreprises elles-mêmes étaient et sont encore dans l'incertitude. On a eu 2 ans de pandémie, ensuite malheureusement ce conflit en Ukraine, on a vu les conséquences que ça a eu, notamment sur le prix des produits alimentaires. Donc les entreprises elles-mêmes ne savent pas tellement de quoi va être fait le futur. Et par conséquent, elles prennent des précautions. Les salaires, c'est un élément très important, évidemment, des prix des produits et des services, mais il y a tout le reste, il y a la matière première, et il y a l'énergie. Et tout ça fait que les entreprises doivent être prudentes si on veut préserver l'emploi à long terme. Préserver l'emploi, mais à quel prix, hein? Quand on voit qu'en Suisse, aujourd'hui, 2023, il y a des gens qui travaillent à temps plein et qui n'arrivent pratiquement plus à se nourrir. Comment justifier de payer des salaires qui ne permettent pas de vivre ? Alors, je ne justifie rien du tout. Je dis que c'est un débat qu'on a depuis très longtemps. À un moment donné, il faut savoir si on veut aussi, pour certaines entreprises, les fermer, supprimer de l'emploi, supprimer des moyens d'existence, ou bien si on veut pouvoir continuer à avoir des emplois de cette nature. Ça a toujours été extrêmement complexe que d'avoir cet arbitrage entre l'emploi et la rémunération pour un certain type d'activité. Arbitrage complexe, mais réalité tout à fait concrète hein, pour les personnes qui n'arrivent pas à la fin du mois. Du coup, quelle solution est-ce que vous proposez pour ces personnes-là ? J'ai été très clair depuis des années sur ces questions. Partout où on peut augmenter les salaires, il faut le faire, bien entendu. Ça va dépendre de la productivité, de la branche. Il ne faut pas hésiter à le faire parce que la situation des employés est difficile. Je ne le conteste pas, mais il faut voir la chose aussi de l'autre côté. Je connais des chefs d'entreprise qui ont des difficultés aussi à boucler les fins de mois. Et je dis, qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère que ces entreprises disparaissent et avec elles des salaires également ? Ou bien est-ce qu'on essaie de faire vivre le tout en espérant que les temps vont être un peu meilleurs dans les mois qui viennent et puis réadapter les salaires ensuite dès que ce sera possible. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, ils ont été adaptés. On en a beaucoup moins parlé que quand tout d'un coup on a une période d'inflation. Peut-être, mais aujourd'hui, ils sont quand même retombés au niveau de 2015. Donc on comprend évidemment la revendication qui se poursuit. Tout de même, vous posez le constat, mais au niveau des solutions, aujourd'hui en Suisse, il y a près de 160 000 personnes qui travaillent et qui sont dans la catégorie des pauvres. Qu'est-ce que vous proposez pour ces personnes ? Qu'est-ce qu'ils doivent payer pour leur bien sûr que les subsistance ? entreprises et puis ceux qui bénéficient de rémunérations correctes payent déjà des impôts, payent au dispositif de sécurité sociale et d'aide sociale. Je ne suis pas là pour dire que tout le monde doit être à l'aide sociale. Je serais le premier à souhaiter qu'on puisse avoir des niveaux de rémunération qui permettent aux gens de vivre décemment. Je dis aussi que c'est complexe. Certaines branches, par essence, dégagent peu de plus-value. Et c'est là qu'est la difficulté. Donc à chaque fois, j'essaye, et c'était mon discours de tout temps, j'essaie de dire aux gens, regardez quelle est la réalité de votre entreprise, ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez le faire, faites-le, n'hésitez pas. Si vous payez des impôts, que votre entreprise marche, c'est très bien parce que ça permettra d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et puis là où c'est un peu difficile, essayons de nous donner un peu de temps. D'un mot encore très brièvement, hein. La consommation, c'est un des moteurs essentiels de la croissance en Suisse. Si les salaires réels baissent, est-ce que vous ne craignez pas tout simplement le coup de frein à l'ensemble de l'économie ? Bien entendu, la consommation est un élément essentiel, l'exportation est un élément essentiel. Nous exportons 1 franc sur 2. Si vous augmentez les prix de nos produits et de nos services à l'étranger dans des proportions qui sont déraisonnables, on va plus pouvoir vendre ces produits et ces services. Et on remettra en danger l'entreprise et les salaires. Merci beaucoup Blaise Matet. On comprend que les négociations salariales vont être compliquées et rudes dans les mois qui viennent. Bonne soirée à vous. Merci. Et toute autre chose maintenant, puisque nous n'allons plus parler prix, mais qualité. Le déodorant en spray est sur le banc d'essai ce soir. Alors avec le retour des beaux jours,
On en a tous besoin, mais attention, certains produits contiennent des substances qu'il vaut mieux éviter. Stéphane Fontanet avec nos collègues de Kassensturz. L'émission Kassensturz a fait tester 12 sprays déodorants dans un laboratoire spécialisé en Allemagne pour en connaître la composition exacte. Les sprays déodorants contiennent beaucoup de molécules. Il existe 26 substances qui sont particulièrement allergisantes et doivent être déclarées sur les emballages. Le laboratoire a aussi cherché d'autres substances qui polluent l'environnement. Pour Caroline Maassen, de plus en plus de patients souffrent d'allergies causées par certains ingrédients des produits cosmétiques. Et il serait donc logique d'utiliser le moins possible de parfums allergènes. Si vous développez une allergie de contact, le risque est d'environ 20%, alors vous l'aurez pour toute votre vie. Et si vous entrez à nouveau en contact avec ce parfum, par exemple, vous aurez une éruption cutanée, et cette éruption cutanée qui démange peut se propager à tout le corps, même là où il n'y a pas eu de contact. Certains de ces sprays contiennent aussi des sels d'aluminium. Les sels d'aluminium se lient aux composants de la peau et ferment les glandes sudoripares, empêchant la transpiration. Une partie de ces sels peut pénétrer à ce moment dans le corps. Par le passé, cette diffusion était considérée comme dangereuse pour la santé. Aujourd'hui, surprise, cette nocivité des déos est remise en question. Michael Aran, professeur de toxicologie à l'université de Zurich, s'est penché ces dernières années sur les dangers de l'aluminium qui pénètre dans l'organisme par la nourriture ou la peau. Nous pensons que l'aluminium des déodorants ne contribue pas de manière significative à l'apparition de cancer ou de démence. D'un point de vue purement théorique, l'aluminium peut en être la cause, mais il faudrait pour cela que des quantités beaucoup plus importantes pénètrent dans le corps. En l'état actuel des connaissances, on peut donc exclure cette possibilité. À quoi feriez-vous quand même attention ? L'organe le plus sensible est le poumon. L'absorption par les poumons est peut-être aussi nettement plus importante que par le tractus gastro-intestinal et encore beaucoup plus importante que par la peau. Si vous utilisez un spray contenant de l'aluminium, il faut faire très attention à ne pas en inhaler de grandes quantités. Tous les produits de ce test contiennent des allergènes et des substances nocives pour l'environnement. Borotalco est noté 3 sur 10. En plus d'aluminium, il ne contient pas moins de 15 allergènes et des composés musqués artificiels. Suit le spray Axe avec 11 parfums allergènes. Puis le déodorant Rexona avec 9 substances du même type. On passe ensuite à 8 allergènes dans le spray Lavera, le plus cher du test, au 100 ml. 8 aussi pour Nivea, mais moins de substances toxiques pour l'environnement, il obtient 6 sur 10. Même note et 7 allergènes pour le spray IAM. Et enfin 5 allergènes dans le spray Ombia, un des moins chers au 100 ml. Même substance nuisible et 4 allergènes pour Naturaline, ainsi que pour le spray Sienne acheté chez Lidl. Enfin, 3 sprays obtiennent 8 sur 10 et ne contiennent que 2 substances avec potentiel allergique. Il s'agit de M-Budget, un des moins chers du test, de Isana, qui a été acheté chez Denner, et de pH Balance, qui est aussi celui qui contient le moins de substances nocives pour l'environnement. Beiersdorf, le fabricant de produits Nivea, estime que les substances problématiques sont diluées dans les déodorants, ce qui en limite les effets. Migros précise pour sa part que la composition du déodorant IAM Invisible antitranspirant sera adaptée prochainement. Enfin, Aldi indique que le produit Ombia est conforme à la législation. À noter que tous les résultats sont disponibles en ligne via ce QR code ou notre site abe.ch.
Et le plaisir maintenant de retrouver l'actualité conso d'Elisa Cacharo. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer avec une histoire de téléspectateur qui avait acheté des billets chez Air France. Il a dû annuler son vol et alors là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Oui, ces billets qui lui avaient coûté plus de 1800 francs étaient remboursables. La compagnie n'a donc pas posé de problème pour lui confirmer le remboursement. En revanche, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est de devoir batailler pour recevoir cet argent. Ah bon, parce que cet argent lui était dû, la compagnie était d'accord, donc où est le problème? Alors le problème vient du fait que selon la compagnie, le virement aurait été fait. Donc ça fait des mois que ce téléspectateur passe son temps avec le service client, par téléphone, par email, pour dire qu'il n'a rien reçu, mais à chaque fois on lui répond que le dossier est clos puisqu'on lui aurait déjà versé l'argent. Donc c'est une erreur de coordonnées bancaires? Alors ça c'est peu probable parce qu'il se trouve que la compagnie avait déjà remboursé un avoir à ce téléspectateur début 2022 sur son compte, donc elle connaît ses coordonnées bancaires. Maintenant, concernant la preuve de paiement, qui ne devrait pas être très difficile à trouver, Air France ne l'a jamais donnée. Pourtant, le client a fait sa part en allant jusqu'à transmettre des preuves de recherche bancaire. En désespoir de cause, il nous a contactés, on l'écoute. À un moment donné, il faut aussi savoir quelle énergie on est prêt à mettre. Moi, j'ai passé des heures et des heures à rédiger des mails le plus clair possible. Il faut essayer de ne pas s'énerver parce que la stratégie de s'énerver ou d'être agressif ou insultant, ça, je pense que c'est la dernière chose à faire. Donc, il faut essayer de garder son calme et puis... Mais moi, je ne vous cache pas que des billets à 300 francs ou 500 francs, j'aurais probablement laissé tomber de guerre lasse. Voilà, oui, 2000 francs, on ne laisse pas facilement tomber. Et puis, j'ai de plus en plus l'impression que c'est une vraie stratégie commerciale. Donc, je pense qu'il y a quelques cas comme ça. On a regardé sur Internet. On n'est pas les seuls dans le même cas de figure. Je pense que c'est une stratégie, indirectement, une stratégie de découragement. C'est de dire, oui, la personne, le client finira par abandonner. Mais c'est vrai que sur le long terme, je n'ai pas l'impression que pour Air France ou pour n'importe quelle compagnie ou société qui vend des produits, que ce soit une stratégie très payante. Stratégie commerciale, le reproche est fort. Que répond la compagnie aérienne? Alors Air France affirme sa volonté de rembourser les clients qui y ont droit et reconnaît la lenteur de traitement suite à la pandémie, mais depuis, la compagnie dit avoir renforcé ses équipes. Cependant, l'association de défense des passagers AirHelp estime que les compagnies aériennes, pas seulement Air France, ignorent les demandes légitimes des passagers parce qu'elles savent que les consommateurs intentent rarement une action en justice. Et puis il y a l'usure de ce type de bras de fer. Là, ça fait quand même une année que ce téléspectateur attend de recevoir son argent. Oui, alors il semblerait que notre intervention ait fait un peu bouger les choses. La compagnie a enfin reconnu que le paiement n'avait pas été fait. Une enquête interne est en cours. Mais voilà, tout ça, ça fait déjà plus d'un mois que ça dure. Le téléspectateur a dû renvoyer pour la énième fois ses coordonnées bancaires. Il est toujours en attente. Oui, affaire sur laquelle nous devrons donc garder un œil. Mais au-delà de ce cas précis, on reçoit beaucoup de témoignages de gens qui ont des problèmes avec des compagnies aériennes, dans le secteur aérien, disons plus largement. Si je suis concernée, qu'est-ce que je peux faire? Alors, selon la FRC, c'est important de choisir le bon formulaire dès le départ. Ça paraît bête, mais avec tous les processus automatisés, les dossiers peuvent vite devenir complexes à traiter. L'autre chose, c'est qu'on peut aussi dénoncer le cas à l'OFAC, c'est l'Office de l'aviation civile, dont l'intervention peut inciter la compagnie à agir. Et surtout, vous l'avez vu, il faut rester patient et faire preuve de courage. Autre message de téléspectateurs maintenant. Alors, on a beaucoup parlé d'augmentation des prix dans cette émission et apparemment, l'inflation concerne aussi les bains thermaux. Tout à fait. Donc, c'est un client du centre thermal d'Yverdon-les-Bains qui a voulu attirer notre attention sur l'augmentation des prix. L'abonnement annuel coûtait 790 francs et il est passé en début d'année à 1290 francs, soit 63% d'augmentation. Pour les tarifs AVS, l'augmentation est de 76%. Quant aux entrées individuelles, elles ont aussi fait un bond de 34 à 42% en plus. Donc augmentation tout à fait substantielle. Comment se justifie le centre? Alors ils se sont aperçus que les prix étaient trop bas pour être rentables. Et évidemment, l'inflation les touche aussi, sans compter les difficultés qu'ils ont eues avec la pandémie. Est-ce que ces augmentations, on les observe aussi dans les autres centres thermo-romans? Oui, alors dans une moindre mesure, les bains de Saillon
Lyon, en Valais ont aussi augmenté, mais de 24% sur les entrées pour les personnes à l'AVS et jusqu'à 42% en plus pour les entrées enfants quand même. L'agrandissement du centre a engendré cette hausse généralisée, m'a-t-on dit, sauf pour certains abonnements qui, eux, ont baissé. Pour les bains de Lavey et de la Gruyère, on constate entre 4 et 14% d'augmentation. Quant aux bains bleus à Genève, les tarifs sont restés stables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après toutes ces augmentations, on a quel niveau de prix en Suisse romande? Alors, chacun a sa politique tarifaire. C'est un peu compliqué de comparer comme ça selon l'âge, la durée ou le moment de la semaine. Donc, j'ai fait une moyenne des prix avec les entrées individuelles pour les adultes, avec et sans rabais, en ayant accès à l'ensemble des installations. Et c'est le bain bleu à Genève qui est le plus cher, avec 52 francs 50. Juste derrière, on trouve les bains d'Yverdon avec 48 francs en moyenne. Là, on passe à une autre gamme de prix avec les bains de Saillon, 30 francs 50, les bains de la Gruyère, 28 francs 50 et Lavey-les-Bains, les moins chers, 28 francs. Ce qu'on peut dire dans l'ensemble, c'est qu'il faut bien regarder les petits détails dans les tarifs parce qu'il y a souvent des rabais si on est prêt à rester un peu moins longtemps, par exemple, ou qu'on peut y aller pendant des heures creuses. Donc des bains qui coûtent cher mais qui font du bien. On va passer aux puffs qui ne font pas vraiment du bien. Les puffs, ce sont donc ces cigarettes électroniques jetables vendues aux mineurs alors que c'est interdit. On vous en parlait en septembre dernier. Carlos a 20 ans. Il a tiré la première fois sur une puff il y a 2 ans. J'ai adoré ça dès le début. Il y avait une variété de goûts que on n'a pas ça dans la clope, on n'a pas ça dans d'autres choses. Et puis je me suis dit ouais, c'est facile, on l'achète, on fume, il n'y a pas besoin d'appuyer, il n'y a pas besoin de charger, il n'y a pas besoin de rien. Donc on achète juste, après on jette et puis c'est bon. Après combien de temps vous avez l'impression que vous étiez dépendant des puffs? Après facile 2 semaines. Elisa, le canton de Genève vient de publier des chiffres à propos de ces puffs. Oui, donc ils ont procédé à des achats tests et dans 40% des cas, des mineurs ont pu se procurer des puffs de façon illégale. Lors de notre reportage, nous avions trouvé la même part de vente illégale dans les cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel et du Valais. Et à noter que les commerces qui se sont fait attraper dans le cadre de l'enquête genevoise seront punis par des amendes qui peuvent aller de 1 000 à 80 000 francs quand même, ce n'est pas rien. Enfin, vous nous avez apporté du tofu. Oui, tofu qu'on trouve à la COP. Donc j'en avais acheté en début d'année et j'ai appris par hasard qu'il y avait un rappel de produits en consultant Recall Suisse. C'est le site du Bureau fédéral de la consommation qui répertorie tous les rappels de produits. Oui, ces rappels donc, qui doivent être effectués par les distributeurs lorsque un de leurs produits alimentaires est dangereux ou du moins n'est pas sûr. Distributeurs qui doivent aussi informer leurs clients. Tout à fait. Donc dans ce cas, la COP avait annoncé que des copeaux métalliques pouvaient s'être introduits dans les emballages. Donc, j'ai rapporté mon tofu et j'ai pu me faire rembourser sans problème. Donc, tout est bien qui finit bien. Oui, mais quand même, il y a un point qui m'a interpellée, c'est que d'habitude, la COP informe directement les clients qui ont acheté ces produits s'ils ont utilisé leur supercard pendant l'achat, ce qui était mon cas, mais là, je n'ai rien reçu. Il se trouve qu'un problème technique est survenu dans ce cas précis, m'empêchant de recevoir l'information par email. Bah oui, pas de chance. C'est tombé sur vous. C'est tombé sur moi. Donc, la COP m'a assuré que le contact client, grâce aux données de la supercard, est un canal important pour eux qui, en principe, est systématiquement utilisé. Pareil pour la Migros, par exemple, ou chez Ikea. Sans vouloir faire de la pub pour les cartes de fidélité, les rappels de produits, eh bien voilà un cas de figure où le client devrait trouver un intérêt à donner quelques informations personnelles, enfin pour autant qu'il n'y ait pas de problème technique. Du remboursement qui n'arrive jamais au rappel qui n'arrive jamais, c'était votre regard sur l'actualité conso. Merci beaucoup Elisa. Merci. À bientôt. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir.